Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. Monsieur Jean-Jacques Hyest et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire et Monsieur Philippe Darniche et Jean-François Husson ont déposé une motion distribuée sur le numéro 1 rectifié bis tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au texte en discussion. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Hyest pour la motion. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame, Monsieur le rapporteur, Monsieur le rapporteur, je vais commencer par vous. Parce que vous, dans votre rapport écrit, vous réputez, parfois d'ailleurs en une phrase lapidaire, les objections très nombreuses exprimées tant sur le plan juridique qu'anthropologique à ce projet de loi. Votre thèse est que rien n'est ôté au mariage, que connaissent aujourd'hui les couples hétérosexuels. Alors je ferai observer à nos collègues que je ne sais pas si l'altérité n'est pas constitutive du couple. L'altérité est constitutive du couple. Et que, compte tenu du périmètre limité de la réforme, le bouleversement symbolique n'est pas avéré. C'est ce que vous écrivez. C'est conforme à ce que vous avez dit dans votre rapport écrit, moins dans les médias. Si vous voulez dire que c'est une infime minorité qui réclame au nom de l'égalité l'extension du mariage et de l'adoption aux personnes de même sexe, vous avez sans doute raison. Mais alors, qui devons-nous croire? Le rapporteur ou Madame la garde des Sceaux, qui à plusieurs reprises a parlé de réforme de civilisation? Vous avez expliqué d'ailleurs ce qu'était pour vous une réforme de civilisation, ou ce qu'était la civilisation. Je dois avouer que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Parce qu'une civilisation, c'est quand même la recherche permanente du bien commun de l'humanité ou d'une société. C'est principalement ça. Autrement, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas uniquement prendre un petit morceau et laisser croire que tout le reste n'a aucune valeur. S'il s'agissait, dans votre projet, comme dans un certain nombre de pays, de permettre à des personnes de même sexe l'officialisation de leur union civile en mairie et l'ouverture de droits sociaux et patrimoniaux, une majorité de nos concitoyens l'acceptent. Mais lorsqu'il s'agit de bouleverser le droit de la filiation, alors ils ont l'impression qu'au nom du principe d'égalité, on veut transformer la société, le projet de loi n'étant qu'une étape dans la déconstruction de la famille. Et ils disent non majoritairement. Et alors le consensus explose et les problèmes juridiques et constitutionnels s'accumulent. Tout d'abord, Madame la garde des Sceaux, l'étude d'impact est particulièrement insuffisante, ne répondant absolument pas aux exigences de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009, en ce qui concerne l'impact juridique et l'évaluation des conséquences économiques, financières et sociales du projet de loi. Je ne saurais que citer ce que nous connaissons de l'avis du Conseil d'État qui pointe les failles de cette étude d'impact. Je cite : « Elle ne traite pas des questions multiples et complexes que soulève l'ouverture aux conjoints de même sexe, tant dans le cadre de l'adoption internationale que plus généralement au regard de l'appréciation que les autorités compétentes seront amenées à faire de l'intérêt de l'enfant et qui est opérée en droit positif de matière concrète au cas par cas. » Le Conseil d'État note ensuite les conséquences sur l'état civil, qui mettra en évidence par la référence à des parents de même sexe la fiction juridique sur laquelle repose cette filiation. Il en est de même sur l'accès aux origines. L'étude d'impact est muette sur ce point. Le Conseil d'État s'est aussi interrogé sur les effets pour les conjoints étrangers, sans que ni l'étude d'impact ni le projet de loi ne règlent vraiment le problème. Enfin, et c'est le plus important, le Conseil d'État met en garde le Gouvernement sur l'impact d'un tel projet de loi sur le mariage tel qu'il existe aujourd'hui et depuis 2 siècles entre un homme et une femme. Je cite à nouveau : « Eu égard à la portée du texte, qui remet en cause un élément fondateur de l'institution du mariage, à savoir l'altérité sexuelle des époux, et compte tenu des conséquences insuffisamment appréhendées par l'étude d'impact qu'un tel changement apportera un grand nombre de législations dans l'ordre pratique comme dans l'ordre symbolique, il y a lieu pour le Conseil d'État de ne rien changer aux conditions applicables à ce dernier. » On ne peut pas mieux dire.
Et on nous a dit que le Conseil d'État était favorable. C'est complètement faux. Le Conseil d'État a fait des objections considérables à ce projet. On ne connaît pas. Enfin, alors, Madame le garde des Sceaux me dira que ce qui a été publié est faux. Certes, on cite... Comment ? Certes. Écoutez, il fallait dire que ce n'était pas des extraits de l'avis du Conseil d'État. Ils sont publics. À partir du moment où ils sont publics, j'ai bien le droit de les utiliser, que je sache, surtout quand ça correspond exactement à ce que je pense de l'étude d'impact de ce projet de loi. Voilà. 2 sur 3. On cite de manière biaisée la décision du Conseil constitutionnel du 28 janvier 2011, qui permettrait aux législateurs d'ouvrir le mariage aux personnes de même sexe. C'est ignoré. Et dans la même décision, son interprétation du principe d'égalité, qui ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ou à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général. D'ailleurs, cette décision permet sans doute de créer une union civile que nous proposons. En revanche, qu'on le veuille ou non, et c'est le centre du débat, l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe a pour conséquence de leur ouvrir le droit à l'adoption plénière, qu'il s'agisse de l'adoption plénière par les 2 conjoints ou l'adoption de l'enfant du conjoint survivant. À moins de modifier substantiellement la loi du 11 juillet 1966, et je mets en garde ceux qui répètent sans doute de bonne foi qu'il faut absolument réformer le droit de la filiation. Sont-ils prêts à faire reposer le droit de la filiation sur la pure intention, en s'affranchissant encore plus de la vérité biologique par l'abandon de la référence à l'altérité sexuelle nécessaire pour la conception d'un enfant? C'est la question que je pose. Les parents dissociaux auraient-ils seul droit de citer demain aboutissement logique de cette réforme? L'adoption plénière par les couples homosexuels crée une inégalité criante en ce qui concerne les droits des enfants et qui est parfaitement contraire à la Convention internationale sur les droits de l'enfant. C'est d'ailleurs ce que la Cour de cassation ne cesse de répéter. Et ce n'est pas le tour de passe-passe qui consisterait à créer un état civil spécifique pour les enfants, faisant de l'orientation sexuelle de leurs parents un marqueur de leur identité, qui réglerait le problème. L'égalité supposée des adultes conduirait nécessairement à l'inégalité pour les enfants, dont les conséquences n'ont pas été appréciées. Et je renverrai à notre rapporteur son propos. Faut-il que les enfants fassent les frais de l'orientation sexuelle de leurs parents? Et dans l'état actuel de notre droit, les enfants vivant dans des familles de parents homosexuels ont bien un père et une mère biologiques. Ah oui, puisqu'il paraît que la PMA et la GPA sont interdites. Et à moins de modifier le régime de l'adoption plénière et de la filiation, en acceptant justement cette gestation pour autrui et la procréation médicalement assistée, le risque de ne pas aller au bout de la problématique entraîne obligatoirement le grief d'incompétence négative. Le projet de loi, contrairement à ce qui était affirmé dans son article 4 dit de coordination, Madame la garde des Sceaux, vous remplaciez bien les termes de père et de mère par les termes de parents dans un grand nombre de dispositions du Code civil, dont l'article 34, avec l'effet de supprimer les termes de père et mère dans les actes de l'état civil. Devant l'énormité du procédé, mais qui avait sa logique. L'Assemblée nationale, oui, il avait sa logique. L'Assemblée nationale a souscrit à ce que le tome 1 du Code civil, sauf le titre de la filiation, quand même, on a gardé le titre de la filiation, quand même, pour faire plaisir, ça fait beau, s'applique aux parents de même sexe lorsqu'ils font référence au père et mère. Quant à la commission des lois du Sénat, encore plus subtile, elle vous propose dans un article 6.1 du Code civil que le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, bien sûr à l'exclusion du titre 7 du livre 1er du Code civil, que les époux ou parents soient du même sexe ou de sexe différent. Je ne sais pas ce que ça donne. J'ai essayé de traduire tout ça dans les articles divers du Code civil, je n'y arrive pas du tout. Mais alors, la solution, on renvoie des ordonnances, le soin d'adopter les autres législations à cette indifférenciation des sexes.
Cela s'apparente, croyez-moi, à un bricolage législatif, ne serait par exemple pour l'article 34 du Code civil, ce qui est totalement contraire au principe d'intelligibilité et de clarté de la loi sur lesquels le Conseil constitutionnel veille jalousement, et il a raison. De surcroît, au lieu de créer une égalité, vous prenez le risque de consacrer l'adoption dans l'intérêt des adoptants et de rompre l'égalité du statut entre les enfants selon leur filiation. Les enfants adoptés par les couples de sexes différents bénéficient en effet d'une filiation symbolique de substitution de leur filiation biologique, alors qu'arbitrairement, les enfants adoptés par des personnes de même sexe n'auront même plus de filiation symbolique à laquelle se rattacher. Que vous le vouliez ou non, il faudra créer 2 états civils différents, 2 livrets de famille différents, à moins de nier tout ce qui fait le mariage, qui est dans son principe comme institution l'union d'un homme et d'une femme. Et je ne voudrais pas, ça a déjà été fait, citer Lionel Jospin, qui me paraissait plein de bon sens et qui, sur ce sujet, et qui était, puisqu'il ajoutait, notamment, quant à l'enfant, il n'est pas un bien que peut se procurer un couple hétérosexuel ou homosexuel, il est une personne, née de l'union d'un homme et d'une femme, c'est à cela que renvoie le mariage et aussi l'adoption. Je pense que ce point de vue est aussi respectable que d'autres. Rupture du principe d'égalité pour les enfants, incompétence négative, défaut de clarté et d'intelligibilité de la loi, grave lacune de l'étude de l'impact, je dois avouer que rarement un texte n'a concentré de tels griefs d'inconstitutionnalité. Et il faut ajouter que l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe va à l'encontre du préambule de la Constitution de 1946, notamment ses articles 10 et 11, et plus généralement à l'altérité sexuelle du mariage, qui est un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. J'ajouterai que même s'il ne s'agit que de conventions internationales, mais dont les principes sont universels, le projet de loi est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoit que l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille, et bien entendu à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Nous aurons l'occasion de développer tous ces points dans le cours de la discussion du projet de loi. Mais l'ambiguïté majeure de votre texte est d'avancées masquées. Notre rapporteur l'a bien dit, et d'autres encore, au nom du principe d'égalité. Ce n'est pas une caricature. Entendez ce qu'a dit monsieur le rapporteur à plusieurs reprises, où il voulait aller. Au nom du principe d'égalité, et pour donner droit à l'enfant, et en plus parce que dans certains nombres de pays voisins, ça se fait. Alors que pour moi, seuls les droits de l'enfant valent dans une société humaniste. Nous en viendrons à l'aide médicale à la procréation assistée de convenance. Et même si le président de la République s'en défend, à la procréation médicalement assistée, puisqu'il y a déjà des enfants qui sont dans cette situation en France, alors qu'ils ont fraudé la loi. Mais après tout, au nom de l'enfant, on va les reconnaître, et à partir de ce moment-là, la boucle est bouclée. Vous aurez mis en route une machine infernale, à la grande joie de ceux qui affirment la négation de l'altérité sexuelle au profit de la seule orientation sexuelle. Êtes-vous bien sûr que c'est cela que les Français ont entendu dans les promesses de campagne du président de la République? Êtes-vous bien sûr que c'est cela que les Français ont entendu? C'est pourquoi, compte tenu des enjeux constitutionnels de ce projet de loi, et il y a d'autres voies pour permettre de respecter les choix de vie de chacun, parce que nous ne voulons pas une dénaturation de l'institution du mariage, véritable enjeu de civilisation, je vous invite à voter cette exception d'irrecevabilité. Merci, mon cher collègue. La parole à Madame Éliane Assassi pour l'intervention contre la motion.
Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, s'il est vrai qu'aucune jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ni qu'aucune norme supérieure ne contraint la France à ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe, il est aussi vrai qu'aucune ne s'oppose à ce que le législateur décide aujourd'hui de le faire. En effet, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, dans sa décision du 28 janvier 2011, a indiqué que les articles 75 et 144 du Code civil, qui expriment une conception exclusivement hétérosexuelle du mariage, ne sont pas inconstitutionnels. Toutefois, le Conseil a aussi rappelé que si, je cite, « selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme », il n'appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation. » Fin de citation. Ainsi, ni les articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni aucun des 89 articles de la Constitution proprement dite ne peuvent être sollicités pour justifier l'inconstitutionnalité du projet de loi. Au contraire, il serait même possible de soutenir que la liberté individuelle reconnue à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique que chacun puisse vivre sa vie comme il l'entend, sans que l'État vienne imposer aux individus une conception particulière de la vie bonne, en l'espèce, une seule modalité de mariage. J'ajouterai que le législateur a le devoir d'affirmer que ces citoyens, qui peuvent être nos enfants, des membres de nos familles, nos amis, nos collègues, sont nos égaux en droit et dignité, ce qui justifie de leur ouvrir ce régime juridique qu'est le mariage. De la même manière, leur accorder le droit à la parentalité, c'est leur reconnaître le droit d'établir des liens de filiation avec un enfant le plus rapidement et simplement possible, dans l'intérêt de cet enfant. Dans ce même intérêt, on ne peut plus accepter qu'une personne ne puisse pas exercer des droits parentaux sur un enfant qu'elle aurait choisi d'accueillir, d'éduquer et d'aimer pour des raisons liées à ses orientations sexuelles. Certaines craintes se sont exprimées concernant l'ouverture de l'adoption plénière à un couple de même sexe qui remettrait en question un modèle bâti sur l'imitation de la nature et la retranscription de cette imitation sur les actes de naissance de ces enfants, puisque l'adoption plénière entraîne une nouvelle filiation effaçant la filiation d'origine. Il y aurait là, pour certains, risque d'inconstitutionnalité, inconstitutionnalité fondée sur une incompatibilité négative du législateur. Je leur rappellerai simplement que depuis 1966, l'adoption plénière est ouverte aux personnes seules et que, dans ce cas aussi, l'acte d'état civil ne fait pas mention d'une altérité sexuelle. De plus, comme l'a préconisé la CNCDH, nous devons faire la part entre le principe de l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe et la nécessité de résoudre des questions concernant la filiation en général posées par le modèle français de l'adoption plénière. Celle-ci est en effet parfois qualifiée, entre guillemets, de mensonge institutionnalisé. Un tel, toujours entre guillemets, mensonge n'est pourtant pas propre aux couples de personnes de même sexe. Je dirais même que la critique vaut essentiellement pour l'adoption des couples de sexe opposé et met en débat la question de l'adoption plénière elle-même qui coupe les liens avec la filiation d'origine et permet une substitution totale dans les actes civils. Le vrai débat est donc celui de l'accès aux origines. Sur cette question de l'adoption, comme sur toutes les problématiques soulevées par l'adoption et sur lesquelles notre rapporteur pour avis, Michel Meunier, est intervenu, une volonté politique forte sera nécessaire pour mener à bien une réforme. Et pour cela, nous faisons confiance aux ministères concernés pour la mener à bout prochainement. Ainsi, mes chers collègues, la mise en cause de la constitutionnalité du projet de loi nous apparaît infondée, car, j'oserais dire tout simplement, car la vérité est ailleurs. Vous subvertissez le sujet du mariage pour tous
pour imposer une vision de la société comme étant la réponse à la crise dans laquelle notre pays est plongé depuis des années et dont vous êtes grandement responsable. Alors, nous ne sommes pas dupes et c'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette motion. Merci, Madame la Présidente. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, je vous dirai d'ores et déjà que la Commission vous demandera de voter contre cette motion. En effet, la conformité à la Constitution du texte que nous nous apprêtons à examiner et à voter est hors de doute. D'une part, la décision d'ouvrir ou non le mariage aux couples de même sexe entre bien dans le champ de compétences du législateur et de lui seul. Et d'autre part, aucun principe constitutionnel ne s'oppose à l'accès des couples homosexuels au mariage et à l'adoption. La décision du Conseil constitutionnel du 28 janvier 2011 a clairement établi la compétence du législateur sur cette question. La haute instance a en effet indiqué qu'il ne lui appartenait pas, je la cite, de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte en cette matière de la différence de situation entre les couples de même sexe et ceux de sexe différents. On ne peut pas mieux dire. Cette dernière mention fait référence, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à la limite que la haute instance donne de son propre contrôle et à la marge d'appréciation discrétionnaire qui relève de la compétence souveraine du législateur, de la nôtre, en particulier sur les grandes questions de société, l'IVG, la bioéthique, le partage du temps de travail, le droit à vivre dans un environnement protégé, l'appréciation de la nécessité des peines, les grands choix de politique fiscale, etc. Le choix d'ouvrir ou non le mariage et l'adoption conjointe aux couples de même sexe ne fait pas exception et relève, comme les autres, de notre compétence souveraine de législateur et exclusive. Conscient de la détermination de la majorité à conduire cette réforme nécessaire et légitime, attendue, ses opposants ont tenté, par d'audacieux échafaudages juridiques, je ne parle pas de vous, mon cher collègue, mais d'opposants externes, de contester sa conformité à la Constitution. Pas un seul ne tient. L'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Il ne suffit pas qu'une loi n'ait pas été contestée dans le temps pour fonder un tel principe. En outre, si tel avait été le cas, le Conseil constitutionnel n'aurait pu reconnaître au législateur le pouvoir d'appréciation qu'il lui a reconnu. Une rupture d'égalité entre les enfants adoptés conjointement par deux personnes de même sexe par rapport aux autres, écartons dès à présent une grave confusion, parfois entretenue à dessein. L'adoption, même plénière, ne prétend pas donner de géniteur à l'enfant. Elle se contente de lui donner des parents, ce qui est bien différent. Et même si l'adoption plénière entretient un secret, encore pour l'instant, sur les origines de l'enfant, ce secret n'est pas différent que les adoptants soient de même sexe ou de sexe différent. L'enfant n'est pas plus privé d'une branche parentale qu'un autre adopté par un célibataire ou que l'un de ses parents n'aurait pas reconnu. Cessons de croire que tous les enfants pourraient, ou même qu'ils devraient avoir un père et une mère. Certains ont deux pères ou deux mères qui les élèvent et qui les aiment, pas plus, pas moins. Nous nous devons d'assurer leur situation juridique sans plaquer sur eux un modèle auquel ils ne correspondent pas et qui les exclut d'ores et déjà. N'est-ce pas là d'ailleurs ce que commande l'égalité des droits et la protection entre tous les enfants? Ce serait de ne pas reconnaître les mêmes droits à l'adoption à tous les couples mariés qui seraient contraires à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Comment par ailleurs, raisonnablement, tenir que le législateur ne serait pas compétent en matière de mariage? Parce que le mot ne se retrouverait pas à l'article 34 de notre Constitution? Mais vous n'y trouvez pas non plus celui de famille. Et faut-il s'abstenir de légiférer en la matière? Vous n'y trouvez pas non plus celui de filiation, ni d'autorité parentale. Or, nous avons légiféré. La constitutionnalité de la réforme de 2002 a-t-elle jamais été contestée?
Le raisonnement déployé interdirait donc au législateur de modifier le livre 1 du Code civil consacré aux personnes. J'ajoute que le Conseil constitutionnel a consacré la liberté du mariage en le rattachant au principe constitutionnel de la liberté personnelle. Or, je lis l'article 34, la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Quant au grief d'incompétence négative, il ne tient pas, puisque les interdictions actuelles sur la PMA et la GPA ont été maintenues. Si elles n'avaient pas été, peut-être aurait-on pu nous reprocher d'ouvrir le périmètre du projet de loi. Pour l'ensemble de ces raisons, mes chers collègues, et je veux saluer les efforts de Jean-Jacques Hyest, qui a essayé de nous démontrer l'inconstitutionnalité, mais finalement, je dois aussi souligner son aveu de faiblesse, puisqu'il nous a lui-même avoué qu'on reparlerait de ces questions dans le cours du débat. Alors, pour l'ensemble de ces raisons, mes chers collègues, et parce qu'aucun des griefs présentés ne me paraît fondé, la commission des lois vous invite à rejeter l'exception d'irrecevabilité. Merci, Madame la... Je suis désolé, Monsieur le Président, mais comme nous sommes en débat restreint, la commission, c'est le rapporteur ou le président. Madame la ministre, vous avez la parole. Mais le président de la commission aura tout loisir de prendre la parole après. Vous avez la parole, Madame la garde des Sceaux. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. C'est toujours avec grand plaisir que j'écoute le président Hyest. C'est une faiblesse que j'avoue sans difficulté. J'ai donc écouté avec la plus grande attention la présentation donc, de cette exception d'irrecevabilité, dont je rappelle que l'objet consiste à démontrer l'inconstitutionnalité du texte et donc la nécessité de mettre un terme à son examen. Quels sont les arguments qui ont été présentés? Essentiellement d'ailleurs une lecture de l'avis du Conseil d'État. Je rappelle que l'avis du Conseil d'État est un avis qui n'est pas rendu public, sauf si le Premier ministre en décide autrement, mais que l'avis du Conseil d'État n'est pas rendu public. Il n'est pas rendu public pour dissimuler à l'égard des parlementaires, ni même de l'opinion publique, l'avis du Conseil d'État, mais parce que le Conseil d'État exerce auprès du gouvernement une mission de conseil, justement. Et que pour que cette mission de conseil soit efficace, la condition a été de maintenir cet avis confidentiel, sous réserve, je le répète, d'une décision de levée de la confidentialité par le Premier ministre. Et le sujet a déjà été en débat, c'est-à-dire que ce n'est pas un archaïsme qui nous aurait échappé. Le sujet a été en débat récemment encore, je crois, il y a 2 ans, devant le Parlement, et la décision a été de maintenir la confidentialité de cet avis parce que c'est la condition de son efficacité. Je dois donc dire mon étonnement qu'un avis d'une institution de cette nature soit lu à l'Assemblée nationale au motif que la presse l'aurait publié. Mon étonnement dans cette maison extrêmement attachée aux droits et aux règles. Il demeure qu'en tout état de cause, sur la pertinence même de cet avis, je rappelle que c'est un avis qui a été donné sur le projet de loi du gouvernement et qu'aujourd'hui, nous en sommes non seulement à l'après-commission des lois de l'Assemblée nationale, l'après-adoption par l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale, l'après-modification, amendement du texte par la commission des lois du Sénat. Donc je crois qu'en termes de temporalité, il y a un léger décalage sur le recours à l'avis du Conseil d'État. Monsieur le Président Hyest nous a expliqué que, à bon droit d'ailleurs, à juste titre, que le projet de loi présenté par le gouvernement avait retenu la règle légistique principale, en fait, d'écriture du droit, et qui a consisté à introduire dans le projet de loi toutes les modifications, toutes les coordinations nécessaires issues de l'adoption éventuelle de l'article 1er qui ouvre le mariage aux couples de même sexe. C'est un mode d'écriture qui consiste à recenser de la façon la plus exhaustive possible les conséquences
de cette modification législative, donc par l'article 1er, sur le reste du Code civil, d'une part, et sur les autres codes, lois et ordonnances. Le gouvernement avait choisi ce mode d'écriture. La commission des lois de l'Assemblée nationale a choisi un autre mode d'écriture, a choisi ce qu'on a appelé, je l'ai dit hier, ce qu'on appelle trivialement un article balai, qui est en fait une disposition interprétative prévue également aussi dans les règles d'écriture légistique, une disposition interprétative inscrite au début du livre premier. Monsieur le Président Hyest nous dit que devant l'énormité du procédé du gouvernement, l'Assemblée nationale a choisi un autre mode d'écriture. Et il a eu la courtoisie, il a eu la courtoisie de me prévenir qu'il avait une contrainte et qu'il était obligé de s'en aller, qu'il prendrait connaissance de ma réponse. Voilà, qu'il prendrait connaissance de ma réponse. Non, c'est de ma faute. C'est de ma faute, j'aurais dû le dire. C'est de ma faute, j'aurais dû le dire au début de mon propos, puisqu'il m'a présenté, il m'a envoyé un mot. S'il vous plaît, continuez, Madame la Ministre, je vous en prie. Oui, donc, Monsieur le Président Hyest disait que le procédé, l'énormité du procédé. Donc, ce que le gouvernement avait fait, c'était évidemment de ne pas toucher au titre 7 qui concerne la filiation et de procéder aux modifications nécessaires, aux coordinations nécessaires à partir du titre 8 qui est lié à la filiation adoptive. L'Assemblée nationale a choisi un autre mode d'écriture. La commission des lois du Sénat a choisi encore un autre mode d'écriture qui consiste à poser le principe général que les conséquences et obligations en droit sont les mêmes que les époux et parents soient de sexe différents ou de même sexe. Sur l'inconstitutionnalité du texte, je n'ai pas entendu de démonstration sur un article en particulier, sur une disposition en particulier. Je n'ai pas entendu l'évocation de ce qui était prévisible, à savoir une référence aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, auquel cas nous aurions pu effectivement discuter éventuellement de l'accessibilité, de l'intelligibilité du texte. Cet argument n'ayant pas été avancé, je n'ai aucune raison de le contredire pour l'instant. Voilà, je crois qu'il est normal qu'évidemment toutes les motions de procédure soient utilisées. Il est possible que ce soit une façon de faire en sorte que le débat se poursuive et s'enrichisse, mais c'est tant mieux parce que nous pensons effectivement que les lieux où le débat se poursuit et s'enrichit le mieux possible et permet une délibération collective éclairée, c'est bien le Parlement, c'est bien les deux chambres du Parlement. Il y a des débats dans la société, nous le savons et vous le savez, et tout le monde en organise, et cela depuis plusieurs mois. J'ai entendu tout à l'heure il faut des débats. Mais ça fait plus de 6 mois qu'il y a des débats dans la société sur ce sujet. Je ne connais pas de sujet qui ait été autant débattu dans la société française, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans les médias. Ce sujet est en débat depuis pratiquement une demi-année. Il a été abordé sous tous les angles. Mais lorsque l'on entend réclamer des débats, je dis, regardons aussi la situation. La situation, c'est que quand même, il y a des débats qui sont fortement perturbés. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'il y a une demande de débat dans la société. J'en conviens, je le conçois. Le gouvernement a procédé à des auditions avec ma collègue Dominique Bertinotti, ministre de la Famille. Nous avons entendu des personnalités, des institutions, les responsables de culte. Nous avons entendu des personnes de sensibilités différentes, des spécialistes des sciences humaines et des sciences sociales. Nous avons entendu des personnalités différentes. Et tout cela a contribué à alimenter le débat parce que nous avons mis ces contributions sur le site du ministère de la Justice, et cela a donc contribué, c'était du matériau à la disposition de tous ceux qui voulaient organiser des débats. Il n'empêche que pas plus tard que la semaine dernière, Erwan Binet, qui est le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, qui organisait un débat, a dû être évacué par la police parce qu'il était pris à partie et menacé. Alors, je veux bien qu'on dise qu'il faut de plus en plus des débats, mais quand il y a des personnes dont vous réclamez
dont vous vous réclamez, puisque vous vous faites dans les deux chambres du Parlement, les défenseurs convaincus et déterminés des manifestations qui ont eu lieu. Sauf que ceux qui aussi s'adossent à ces manifestations, et je ne parle pas des citoyens qui sont inquiets, qui interrogent, qui protestent. Je l'ai dit il y a des mois, ce n'est pas un propos de circonstance, je l'ai dit il y a des mois, au début même de la présentation de ce projet de loi, donc avant même sa présentation au Conseil des ministres, que cette ouverture du mariage aux couples de même sexe va ébranler des personnes, va provoquer un réel ébranlement, va heurter des représentations. Je ne sous-estime pas cet aspect-là. Et je vous ai dit ce matin qu'il y a encore des traces de sacré dans l'institution civile du mariage. Ce sont des choses que je peux entendre parce qu'aucune société ne se défait définitivement de l'empreinte forte, puissante d'une conception d'une institution, même si cette institution a changé de nature. Elle a changé de nature, elle a été laïcisée, elle est devenue une institution civile, mais on ne peut pas dire qu'il ne reste plus aucune trace de la représentation sacramentelle que cette institution a portée pendant pratiquement un demi-millénaire. Donc ce sont des choses que je conçois et que j'entends et que j'aborde avec le plus grand respect vis-à-vis des personnes qui, dans leur représentation, considèrent encore que l'institution du mariage, c'est quelque chose de sacré. Donc on peut entendre tout ça, on peut répondre posément. J'ai eu des échanges avec des personnes, y compris des personnes qui participent aux manifestations. J'ai eu des échanges posément, leur expliquant le point de vue du gouvernement. Mais il faut quand même dire, disons-le, parce que c'est notre démocratie qui est en cause là, disons-le que lorsqu'il n'est pas possible de débattre publiquement, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Qu'il est normal que des Français, aussi nombreux qu'ils soient, personne ne peut en prendre la mesure exactement, que des Français s'interrogent sur ce texte, sur les bouleversements que cela va provoquer. Mais notre responsabilité de responsable politique, c'est d'abord d'éclairer. J'entends de bonne foi des personnes qui disent, j'ai entendu des sénateurs de l'opposition dire tout à l'heure, parler aux Français parce qu'il faut leur expliquer, ils comprennent mieux si on leur explique. Mais il y a une lutte depuis plusieurs mois de contre-vérité sur des vérités. Nous avons entendu pendant plusieurs mois que les mots de père et mère allaient disparaître complètement du Code civil, alors qu'il n'en a jamais été question, ne serait-ce que parce que le titre 7 concerne la filiation, disons, biologique. Le Code civil dit filiation. Il ne qualifie pas. Mais c'est la filiation par engendrement, effectivement. Il n'y a aucune raison que le titre 7 soit modifié et il n'avait jamais été modifié. Or, pendant des mois et avant la première manifestation, et nous avons tous entendu à la télévision des manifestants interrogés dire « père et mère vont disparaître du Code civil ». Donc, éclairons effectivement les Français, disons-leur la vérité, et avec des arguments que j'ai entendus, y compris dans l'opposition, à savoir qu'il y a des situations, c'était le sénateur Milon notamment, il y a des situations où il faut dire aux Français, oui, il y a des risques à prendre. Mais objectivement, quels sont les risques là? Lorsque monsieur le sénateur Retailleau parlait tout à l'heure d'amputation, mais quelle amputation? Quelle amputation? On ampute qui? On ampute qui en ouvrant l'institution du mariage aux couples de même sexe? Et puis qu'est-ce que cela veut dire? La famille au singulier. Donc voilà, débattons, mais débattons des faits, débattons de la vérité, débattons de la réalité et assumons que même après avoir débattu, les divergences demeurent et qu'éventuellement elles soient indissolubles, assumons-le, mais assumons-le sur la base de la clarté des arguments que nous pouvons présenter. Donc sur cette exception d'irrecevabilité, sur les arguments qui peuvent faire valoir un risque de constitutionnalité, je considère donc qu'ils n'ont pas été développés, probablement par manque de temps d'ailleurs, parce que j'avoue, je ne devrais pas le dire à haute voix, mais j'avoue qu'un quart d'heure pour défendre une exception d'irrecevabilité, je trouve sincèrement que ça laisse assez peu de temps pour développer les arguments. Ceci étant, si Monsieur le Président Hyest avait sacrifié
la lecture d'une partie du rapport du Conseil d'État qui doit demeurer confidentiel et qui, d'une certaine façon, est déjà caduque, il aurait eu un petit peu plus de temps pour les arguments sur l'inconstitutionnalité. Donc, pour ma part, je crois que j'ai le droit de vous inviter à rejeter cette exception d'irrecevabilité, si c'est le cas. Je vous y invite fortement. Merci. Merci, Madame la ministre, mais notre règlement est tellement bien fait qu'il convient à tout le monde, y compris dans la durée, pour présenter les motions. La parole au sénateur Gélard. Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, chers collègues, je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit notre rapporteur et ce qu'a énoncé Madame le garde des Sceaux, avec laquelle, en respectant parfaitement ce qu'elle a dit, je dois faire part de mon total désaccord. Je suis en désaccord donc total avec les deux interprétations qui ont été données par le garde des Sceaux et par le rapporteur. Et pourquoi? Parce que, personnellement, je suis convaincu de l'inconstitutionnalité du texte qui nous est soumis. Très brièvement, je ne veux pas rentrer dans le détail, je n'ai que 5 minutes d'ailleurs. D'abord, première inconstitutionnalité, ou plutôt irrespect de dispositions de la Constitution en ce qui concerne l'application des traités internationaux. Nous ne respectons pas les traités internationaux qui gèrent le droit de la famille lorsque nous avons des conventions bilatérales sur le droit de la famille avec d'autres États. Il y en a au moins une trentaine de conventions bilatérales. Eh bien, ces conventions auraient dû d'abord être révisées ou revues avant que l'on se lance dans l'adoption de la loi qui nous est soumise aujourd'hui. Je n'insiste pas, je développerai cela éventuellement ultérieurement. Deuxième remarque, Jean-Jacques Hyest a très bien défendu le principe concernant l'étude d'impact. L'étude d'impact ne correspond pas du tout aux exigences posées par la loi organique sur les études d'impact. Par conséquent, nous sommes ici devant un problème qui est le suivant et qui a déjà soulevé le Conseil constitutionnel, c'est le problème de l'intelligibilité de la loi. À partir du moment où l'étude d'impact n'est pas correcte, la loi ne devient pas totalement intelligible et par conséquent, voilà encore un motif d'inconstitutionnalité. Et puis, je voudrais avancer un peu plus. D'abord, on nous a mis un peu en cause en ce qui concerne les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Eh bien, personnellement, je suis convaincu que le mariage, du moins en ce qui concerne l'altérité dans le mariage, fait partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République qui doivent obéir à 3 conditions. La première condition, il faut que cela s'applique en fonction de la loi et non pas d'une tradition. Or, nous avons eu une multitude de lois qui sont intervenues et qui ont respecté ce principe depuis les débuts de la République, que ce soit les lois de la sécurité sociale, les lois concernant les allocations familiales, les lois concernant le logement. Une multitude de lois se réfèrent justement à cette altérité de façon continue, de façon pérenne et sans aucune exception ou altération ou interruption. Il y a donc là une législation qui, de surcroît, est une législation républicaine. Parce que si, naturellement, c'est en 1804 que le Code civil a été adopté, il a été maintenu et redéveloppé tout au long de nos républiques, que ce soit la seconde ou que ce soit la troisième ou la quatrième. Et enfin, la dernière condition posée pour reconnaître l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, c'est la nécessité que cela soit antérieur au préambule de 1946. Eh bien, le mariage, dans sa forme actuelle, et compte tenu de ce que je viens de dire, est bien antérieur à 1946. Alors nous avons à l'heure actuelle 9 principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il est vrai qu'on les reconnaît peu souvent, ils sont rarement soulevés parce que nous avons un système de droits et de liberté qui est tellement étendu. Là, je vous renvoie aux conclusions du rapport Veil sur le préambule et les droits et libertés du citoyen. On s'aperçoit que notre système est extrêmement vaste. Et puis, je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit à propos du fait que l'article 34 de la Constitution ne nous donne pas la compétence sur le mariage, mais sur les régimes matrimoniaux. Et là, il y a une différence tout de même fondamentale. Enfin, et je veux terminer sur ce point, j'ai souligné dans mon intervention hier que la loi qui nous est présentée met en place un système de
statuts différents pour les enfants. Les uns pourront être adoptés pleinement, les autres simplement, etc. Eh bien là, nous sommes en face d'une atteinte grave au principe d'égalité entre les enfants et par conséquent, pour toutes ces raisons, l'inconstitutionnalité subsiste. Merci, monsieur le sénateur. Pas d'autres demandes d'explication de vote. Madame Blandin. Écoutez, le texte qui nous est proposé par la garde des Sceaux ouvre de nouveaux droits et libertés. Alors moi, je suis surprise que le sénateur Hyest, qui a présidé la commission des lois, le trouve contraire aux principes édictés par notre Constitution, alors qu'il est question d'égalité entre les citoyens, mais aussi de liberté de chacun de se marier ou de ne pas se marier avec un homme ou avec une femme. D'un point de vue plus juridique, que ce soit la Constitution de 1958, son préambule, ou la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aucun de ces textes fondamentaux ne consacre un principe protégeant le mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme. J'ajoute également que jamais la jurisprudence du Conseil constitutionnel n'a consacré le mariage entre un homme et une femme comme un principe fondamental des lois de la République. Ériger le caractère hétérosexué du mariage en principe constitutionnel n'aurait aucun sens. Cela reviendra en effet à inscrire dans le registre de l'interdit, voire de la discrimination, un tel principe qui n'aurait pas sa place au sein de nos principes constitutionnels, tous permettant la promotion de nouveaux droits, la liberté d'association, les droits de la défense, la liberté d'enseignement. En outre, comme l'indique l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Le mariage des couples homosexuels n'empêchera pas les couples hétérosexuels de se marier. Enfin, l'adoption également au cœur de ce projet de loi, l'adoption également au cœur de ce projet de loi permettra d'une part de mettre fin à une discrimination qui n'avait plus lieu d'être et d'autre part d'apporter une plus grande sécurité juridique à de nombreux enfants. Une sécurité juridique, mais aussi, disons-le, un foyer. Et quand M. Longuet déclare les homosexuels sont des personnes comme les autres, fort bien, mais, ajoute-t-il, pas des parents comme les autres. Alors là, il y a en même temps une évidence, car aucun père, aucune mère n'est la même mère ou le même père qu'un ou une autre, à titre individuel. Mais il y a là amalgame entre un groupe et une idée d'inadéquation à la parentalité. Et cela, nous ne l'acceptons pas. Dès lors que notre Code civil autorise l'adoption pour une personne seule, l'enfant n'ayant alors qu'un parent, il ne peut être reconnu comme contraire à notre Constitution qu'un enfant ait deux pères ou deux mères. En conséquence, le groupe écologiste votera bien évidemment contre cette motion d'irrecevabilité. Merci. La parole à Monsieur le Président Sueur. Merci, Monsieur le Président, mais vous avez raison. Il faut, Monsieur le rapporteur, respecter strictement le règlement et notre Président y veille. À Monsieur Gélard, je voulais dire que son argument sur les conventions internationales a des qualités d'artefact que je voulais souligner. Car si nous nous privions de légiférer sur tous les sujets visés par les innombrables conventions internationales qui ont été signées par la France, nous ne pourrions plus légiférer. Et je connais bien l'article 55 de la Constitution, mais le fait que la loi change en France peut contraindre le gouvernement ou l'inciter à renégocier des conventions existantes. Je voulais dire quelques mots à la suite du propos de Monsieur le Président Hyest. Je comprends très bien qu'il ait dû nous quitter. Je voulais dire quelques mots,
car il a déclaré tout à l'heure que M. Jean-Pierre Michel, notre rapporteur, avançait masqué. Et je voulais dire ici que si nous pouvons faire des critiques à M. Michel, nous ne pouvons pas, surtout vu les épisodes précédents dont nous avons été les témoins, lui faire le reproche d'avancer masqué. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Et c'est donc une grande qualité que je tiens à souligner. Deuxièmement, je voulais aussi, à la suite du propos de Jean-Jacques Hyest, noter qu'il a lui aussi parlé de l'anthropologie. Et ça fait environ 20 fois depuis le début du débat que divers orateurs nous disent « l'anthropologie dit que ». D'ailleurs, dans les derniers mois, il est arrivé que nombre d'autorités spirituelles, notamment, nous disent « l'anthropologie dit que ». Et je pense que cela n'a aucun sens. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'y a pas l'anthropologie. Vous comprenez, lorsque vous regardez les œuvres de Margaret Mead, lorsque vous lisez Mauss, lorsque vous lisez Malinowski, lorsque vous lisez Claude Lévi-Strauss ou encore Françoise Héritier, et j'en oublie beaucoup, vous voyez bien qu'il y a des positions extrêmement diverses sur ce sujet à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie, et dont je ne vois pas pourquoi elle est singulière. Elle est au singulier. Donc c'est une facilité de raisonnement, mais en fait ça ne correspond strictement à rien. Il y a beaucoup de demeures dans la maison anthropologie. J'ajouterai 2 codicilles, Monsieur le Président, très bref. Le premier pour dire qu'il me paraît aussi léger, comme cela a pu être fait, que l'on embarque des auteurs célèbres dans des positions diverses et variées. Je ne sais pas ce que Louis Aragon ou Albert Camus auraient dit s'ils avaient siégé dans cette enceinte, mais il me paraît quand même un peu excessif d'en faire des partisans de l'opposition absolue à ce texte. Et vous me permettrez, pour finir par un deuxième codicille, de noter que beaucoup d'entre vous, mes chers collègues, ont parlé du dictionnaire. Et on dit, dans le dictionnaire, il est dit que. Et je me permets de dire combien les sciences sociales et humaines nous apprennent que les mots sont comme les êtres vivants, ils changent. Et ils changent de sens. Et il est des lois, et celle-ci pourrait en être une, qui contribue à changer le sens des mots. Et ceux qui pensent, en vertu d'une conception immobiliste, fixiste et positiviste, que les mots ont un sens immuable, pourraient, avec profit, je pourrais leur offrir, mais c'est quand même un peu volumineux, lire les 15 tomes de la magistrale Histoire de la langue française de Ferdinand Bruno, qui montrera que les mots, comme les êtres humains, comme les sociétés, changent et que c'est la stricte réalité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je vais mettre aux voix la motion de l'exception d'irrecevabilité. Je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, que l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre remettront un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir remettront un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert.
Ne demande à voter. Le scrutin est clos. J'invite mesdames et messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. Oui, excusez-moi, j'étais... Résultat du scrutin numéro 127 sur l'exception d'irrecevabilité. Nombre de votants 341. Nombre de suffrages exprimés 337. Majorité absolue des suffrages exprimés 169. Pour l'adoption 160. Contre 177. Le Sénat n'a pas adopté la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.